Bonjour tout le monde, c'est Mang, enchantée. Et c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, donc j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Parce que, je sais pas si vous le voyez, j'ai les joues toutes rouges, je suis un peu malade, je suis très fatiguée. Et je ne serai pas la tourner demain parce que c'est carnaval dans mon village. Et donc c'est bien la vidéo des lectures manga du mois de février 2024. On commence tout de suite, c'est parti. On va commencer par un manga qui ne fait pas dans la dentelle, puisqu'il s'agit de Goblin Slayer. J'ai lu les 10 premiers tomes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'histoire commence avec ce personnage-ci. J'ai oublié son nom, mais en fait, c'est une guérisseuse qui guérit par des sorts. Elle va rejoindre, au travers d'une guilde, un petit groupe d'aventuriers qui vont choisir comme mission d'aller tuer des gobelins dans une grotte pour se faire un peu des sous. Alors, ce qui va se passer, c'est que ces aventuriers pensent que les gobelins, ce sont des créatures fragiles et donc facilement détruisables. Mais ça ne va pas se passer comme prévu, puisque les gobelins vont s'avérer être plus coriaces que prévu, et il y aura des dégâts dans l'équipe. Donc ce personnage-ci va se faire sauver in extremis par celui-ci, donc qui est le Gobelin Slayer, il appelle aussi le Crève-Gobelin. Et ce héros, en fait, c'est un aventurier qui ne prend que les missions dédiées aux gobelins, puisque lui, son but, son obsession même dans la vie, c'est d'exterminer la race des gobelins. C'est un manga à ne pas mettre entre toutes les mains, puisque, bête exemple, mais gros exemple, les gobelins, pour se reproduire, ils vont enlever, maltraiter, torturer et violer des femmes humaines pour faire des bébés gobelins. C'est mignon, hein. Et ces scènes seront bien entendu très explicites et très graphiques. Donc ceux qui n'apprécient pas ce genre-ci, ils peuvent passer leur chemin. Ce que j'ai bien aimé dans ce manga-ci, c'est que en fait, c'est pas le monde des bisounours du tout. C'est-à-dire que si un personnage a un peu trop confiance en lui et va se reposer un peu sur le bon Dieu, sur la protection du bon Dieu, ça ne va pas fonctionner. S'il fait une erreur, s'il est un peu trop imprudent, il se fait dégommer, mais de manière violente, quoi. Il va vraiment prendre tarif. Au niveau des dessins que je peux montrer, voilà par exemple le style de dessin. Hop. Sinon, l'histoire, elle est quand même assez classique, quoi. On apprend plusieurs techniques pour venir à bout des gobelins. Et en fait, il y a une difficulté au fil des... Moi, j'ai lu les 10 premiers tomes, donc il y a une difficulté supplémentaire qui va s'ajouter à tout ça. C'est qu'en fait, les gobelins, même si de base c'est très bête, ils apprennent très vite avec l'expérience. C'est-à-dire que si on entre dans leur antre et qu'on tue pas tous les gobelins, ceux qui vont rester vont apprendre et développer des stratégies et aussi devenir plus intelligents. Et au fur et à mesure des tomes, on découvre en fait des espèces de gobelins qui ont développé leur intelligence et le physique aussi se développe avec ça. Donc le danger est beaucoup plus grand. Au niveau de l'équipe, c'est très 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 classique et stéréotype de ce style de lecture. Donc on a la fille guérisseuse, on a le guerrier là, on a un nain, on a un elfe qui ont une relation un peu comme dans Seigneur des Anneaux avec Gimli et Legolas, et on a aussi un homme lézard. Mais je trouve que ensemble, même si c'est très classique, ça fonctionne bien parce qu'ils ont chacun leur caractère, et je trouve que l'équipe fonctionne bien. Donc voilà pour cette œuvre-ci, je le conseille pour ceux pour qui la violence ne les dérange pas, et pour les autres, tournez-vous plutôt vers une œuvre dans ce style-ci, mais plus douce. Ensuite, pour la prochaine lecture, on ne va plus parler de gobelins, mais de vampires. Donc j'ai encore testé une œuvre pour voir si j'accrochais sur les histoires de vampires, et c'est Devil's Line, donc qui est en 14, 15 ou 16 tomes, je sais plus, je le mettrai là.
Devil's Line, en fait, ça va parler, très classique aussi, c'est une jeune fille tout à fait normale qui va faire la rencontre d'un vampire qui travaille au sein d'une genre d'association qui traque un peu les vampires, on va dire dissidents, c'est-à-dire que les vampires qui ont des difficultés à se contrôler et qui mordent leurs proches ou d'autres personnes. Mais également aussi, ils font un peu la police là-bas, mais il est intégré, il a un métier et il est intégré à la société. Et bien évidemment, vous vous en doutez, la relation entre ces deux personnages-ci va évoluer, des liens d'amitié vont se créer et plus si affinité. Pour cette œuvre-ci, j'ai vraiment bien accroché les 5 premiers tomes, je crois, puisque c'est vraiment là où la relation est mise en place, où ils commencent à se découvrir l'un l'autre, et où on commence à découvrir aussi des personnages secondaires qui sont très intéressants. Il y a également des questions sociétales, c'est-à-dire que ils vont se poser la question que bah, voilà, les vampires sont intégrés à la société, mais forcément, bah, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, et qui ressortent beaucoup de haine vis-à-vis d'eux, puisque ce sont des vampires, ils risquent de mordre si jamais ils ne se contrôlent pas. Mais il va y avoir une question éthique et morale qui va se poser, c'est qu'en fait, bah, il y a des êtres humains qui font bien pire que les vampires, et enfin, notamment les vampires qui n'ont jamais fait du mal à qui que ce soit. Et voilà, on va tourner un peu autour de cette question-ci. Voilà pour les points positifs. Après, moi, je vais être tout à fait franche. Je l'ai laissé tomber, ce manga, au tome 12, parce que j'ai commencé à perdre l'intérêt. En fait, je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, avant ça, au niveau des reproches que je peux faire à ce manga-ci, c'est que les dessins, ils sont pas foufous. Donc, il est arrivé quelquefois que je confondais les personnages et du coup, je perds un peu je perds un peu les pinceaux. Ça se dit. Je m'emmêle un peu les pinceaux, voilà. Et donc, c'était un peu fouillis et peu clair. Il y a également énormément de passages parce qu'en fait, dans la police, toute l'équipe possède des écouteurs qui fonctionnent comme un talkie-walkie et toute l'équipe est branchée sur le même réseau, donc tout le monde peut parler et tout le monde peut écouter en même temps. Et voilà, par exemple, il y a plein de bulles de ce type-là, mais là c'est très soft, hein. Mais il y a des planches où il y a des bulles vraiment partout, et là c'est vraiment compliqué en fait de savoir qui parle à ce moment-là. Et là de nouveau, je trouvais ça très fouillis, et c'était compliqué de suivre la discussion sans savoir qui parle. Il y a eu même des moments de longueur en fait où je me suis surprise à, à m'entendre dire c'est chiant. Quand c'est spontané comme ça, souvent ça pue pour la suite. Je trouve ça bien que certains personnages soient développés dans le manga, mais en fait ce qui va se passer au moment où je les drop, mais c'était déjà quelques tomes avant, c'est que l'auteur va développer presque toute la vie des autres personnages secondaires. Et donc dès qu'il a eu terminé de développer la vie d'un personnage, il va le faire avec un autre, en mettant de côté toujours la relation principale. Et ça m'a vraiment saoulée. En fait, ça m'a complètement sorti du truc parce que je trouvais que c'était pas intéressant, c'était pas opportun d'en parler, parce qu'au final, ce que je cherchais dans le manga, ça s'effaçait de plus en plus. Après, une nouvelle fois, ce n'est que mon avis. Bien sûr, tout n'est pas acheté dans ce manga-ci. D'ailleurs, vous pouvez voir les avis sur Devil's Line. Ils sont en grande majorité très bons. Et il y a beaucoup de gens qui ont apprécié l'œuvre. C'est juste que moi, je n'ai pas eu ce que je recherchais dans le manga, tout simplement. Mais je vous conseille quand même d'aller y jeter un œil si vous aimez bien cette thématique-ci. Maintenant, on va s'attaquer à un grand classique, et c'est bien entendu Evangelion Neon Genesis, dans une édition vraiment super belle. Donc, un peu comme ça, on dirait un peu du plastique en fait. Et à l'intérieur de chaque tome, il y a des petites cartes très jolies. Moi, d'habitude, ce genre de choses, je m'en fous un peu, mais directement inséré dans le tome, ça m'a pas déplu. Il y a juste le tome A. En fait, je n'ai pas reçu de carte. Je ne sais pas si c'est normal. Parce que j'ai un peu regardé. J'ai pas l'air d'être la seule, mais quand je regarde sur Google,
La carte existe pour le tome 1, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. On l'a peut-être volé dans le tome avant de me l'envoyer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, résumé en quelques mots, donc il y a une grosse partie de l'humanité qui a été décimée par une catastrophe qu'ils appellent le Second Impact. Et cette humanité va mettre en place un organisme qui s'appelle la Nerve afin de se défendre contre les attaques d'anges. Donc les anges, ce sont des créatures très mystérieuses et très grandes qui vont tenter de s'attaquer à l'organisme. Et pour se défendre, la Nerve va se battre avec des armes humanoïdes qui sont les évangélions et qui sont tout aussi gigantesques. Et donc on va suivre ce personnage-ci qui est Shinji, donc qui va être enrôlé là-dedans, et va découvrir que un des chefs de l'organisation, c'est son père. Son père avec qui il n'a pas vraiment noué de relation. C'est un personnage qui a un grand manque en lui, au niveau maternel et paternel. Alors ce qui est très particulier dans cette œuvre-ci, c'est qu'on ressent vraiment une sorte de fatalité en fait qui pèse sur tous les personnages, et c'est vraiment, on ressent que c'est un danger qu'on ne peut pas fuir et qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer. Et effectivement, tout au long du manga, il y a des choses qui se passent, et des choses pas très agréables. Ce que j'ai énormément aimé, ce sont les dessins. Les dessins sont vraiment bien maîtrisés. Voilà, par exemple, surtout les designs des personnages, je les trouve vraiment bien faits. Et ça apporte vraiment du charme au manga. Ce que j'ai également beaucoup apprécié, parce que c'est quelque chose qui est compliqué à apporter dans le manga, c'est la religion. Et là, dans ce manga-ci, il y a un gros symbolisme religieux. Donc on va parler des Evas, on va parler d'Adam, on va parler des anges, on va aussi voir par exemple des anges qui vont se mettre en forme de croix à un moment donné dans le manga. Il y a un symbolisme religieux qui est très fort. Après, on ne sait pas si ça parle de paradis ou d'enfer, mais moi je me posais la question tout au long de la lecture. J'ai aussi beaucoup aimé la psychologie de chacun des personnages. Ils ont tous des caractères bien différents. Donc on a Shinji qui est un ado un peu paumé et en manque d'amour en fait, finalement, qui doit se remettre pas mal en question sur sa vie et sur ses choix. Nous avons également le personnage, je sais plus comment elle s'appelle, avec ses cheveux courts mauves, qui a passé très mystérieux et assez complexe en fait, mais qui est très intéressante également. Nous avons l'autre là avec ses cheveux rouges, Hisoka, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, qui a un caractère bien trempé quant à elle. J'ai vraiment bien aimé ça. Et aussi, en reparlant de la fatalité, leur révolution à chacun sera un peu hasardeuse, ils n'auront pas tous le même destin. Certains auront moins de chance que d'autres. Pour ceux qui ont lu, connaissent, savent. Alors après, je trouve que l'œuvre n'est pas exempte de défauts, puisque j'ai été déçue par exemple au niveau des scènes de combat. C'est-à-dire que je trouvais que les combats étaient parfois un peu fouillis, j'ai pas trop compris certains choix de l'auteur au niveau de la mise en scène des cases. J'ai eu du mal à décrypter en fait certaines scènes, et je trouvais que les scènes de combat aussi étaient très courtes, mais vraiment très courtes, et je trouvais qu'il n'y avait pas le temps en fait de créer de la tension et un réel enjeu en fait, et ça passait vraiment comme un peu dans le vent, je sais pas, j'ai pas compris. Et je pourrais en dire de même sur les moments forts en fait du manga, c'est-à-dire que je trouve que l'auteur n'instaure pas, comment dire, ne prépare pas le terreau en fait pour créer une émotion suite à un gros événement. Je pense notamment à l'exemple, sans spoiler et pour ceux qui connaissent, le moment où l'intelligence artificielle prend le contrôle de l'Eva. Super moment. Mais je trouve que ça aurait pu être encore plus dramatique. C'est-à-dire que il aurait pu articuler d'une meilleure manière la suite de ce qui va se passer pour arriver à ce moment-ci. Là, je trouvais vraiment que c'était expéditif et j'ai pas eu le temps en fait, de ressentir vraiment une émotion adaptée en fait, à ce moment-ci, qui est quand même très grave.
Mais bon, de manière générale, j'ai beaucoup apprécié et je trouve vraiment, encore une fois, que les dessins servent bien à cette œuvre. Il faudrait que je les relise pour m'en refaire peut-être un avis plus complet et plus complexe. Parce que, bah voilà, comme vous pouvez voir, j'ai bien aimé, mais je reste quand même mitigée. Bah, surtout par rapport aux scènes de combat et des moments forts. Mais je conseille, c'est quand même un classique. Et c'est un bon classique. Et je crois que je vais me pencher aussi sur l'animé parce que les fins sont différentes. Ensuite, bah, j'ai pris Nebelheim. Donc, il y a une série très courte en 2 tomes. Et je crois que c'est un auteur français. En tout cas, le sens de lecture est dans le sens européen. Alors, Nebelheim, ça va parler en fait d'un petit garçon qui va se retrouver dans un monde mystérieux, sans savoir pourquoi il est arrivé là et comment est-ce qu'il doit sortir de là. Et dans ce monde-ci, en fait, il y a un danger qui plane puisque il va se retrouver face à des créatures qui veulent le tuer. Et donc, lui, il va tout faire pour essayer de sortir de cet endroit, essayer un peu de le comprendre, et c'est surtout d'en sortir. Je peux faire en fait la même reproche que j'ai faite pour Soloist in a Cage, c'est-à-dire que je trouve que l'univers n'est pas assez développé. 2 tomes, c'est vraiment trop peu en fait pour développer un univers aussi complexe. C'est-à-dire que dans cet univers, visiblement, il y a un bestiaire avec des créatures qui sont devenues telles quelles en fonction de la manière dont se sont déroulées certaines choses. Et ça dépend donc de plusieurs facteurs. Et j'aurais bien aimé de les connaître, en fait, ces facteurs-ci. Il y a également la cartographie de l'endroit. Il y a des zones géographiques qui sont différentes, avec les créatures dedans qui sont différentes en fonction de l'endroit. Et des territoires également qui sont occupés par certaines créatures qui sont quand même intéressantes. Mais c'est pas développé. Il y a également des moments d'incohérence. Moi, j'ai un gros exemple, en fait, c'est le petit garçon, tout simplement, qui n'a pas l'air plus choqué que ça de se retrouver dans un monde où plein de créatures veulent le tuer. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va un peu les provoquer avec humour, alors qu'ils sont dégueulasses. Et on ressent bien leur envie de le défoncer, quoi. Donc c'est pas... Je trouve que les réactions sont pas cohérentes, on ressent pas sa peur. Et pourtant, c'est un endroit qui fait très peur. Et ça m'a un peu sorti du truc. Voilà, un gros exemple. Donc le petit garçon dit, bah alors les débiles, on a peur de descendre. Il leur dit ça à eux. Voilà. Moi, j'aurais pas eu le courage ou l'imbécilité de leur dire ça. Je sais pas, la survie avant tout peut-être. Et je dis ça, mais c'est vraiment au tout début du manga, quoi. Donc c'est vraiment limite en arrivant. Il a vite pris la confiance, le gamin, en fait. Alors voilà, donc comme j'ai dit, il y a une certaine frustration. Il y a des personnages qui ont des pouvoirs, et j'aurais bien aimé savoir développer un peu plus ces pouvoirs, parce qu'ils sont intéressants, ces pouvoirs, parce que la grandeur du pouvoir se fait en fonction d'une certaine chose. Je vais pas en dire de trop. Il y a également les retournements de situation faciles. La fin, j'ai été déçue, j'avoue que j'ai été déçue, parce que c'était vraiment, je trouvais que c'était choisir la facilité, ce retournement de situation-ci. C'est vraiment très inattendu, mais très bof. Très inattendu dans le sens où en fait il y a un personnage en particulier qui va passer d'une psychologie à une autre complètement différente. Donc je sais pas, il va changer de bord, mais comme ça, en un claquement de doigts. Mais voilà, je crois que c'est un nouvel auteur, je crois qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais en tout cas en dessin, il cartonne. J'aime vraiment beaucoup son style de dessin. Les traits sont très fins, très nerveux. C'est vraiment magnifique en fait ce qu'il fait. Et j'espère qu'à l'avenir, il va continuer en fait, ses œuvres et qu'il va progresser au niveau du scénario parce qu'il serait vraiment capable de faire vraiment des choses vraiment géniales, quoi. Je l'encourage là-dedans. C'est pas du tout un mauvais manga, c'est une histoire qui se lit et qui se lit bien. Mais c'est frustrant de rester sur sa fin. Moi, j'aurais vraiment bien aimé connaître euh, plus d'informations à propos de cet univers qui a l'air vraiment fascinant.
Ensuite, manga olé olé, puisque c'est Nozokiana, donc en 13 tomes. J'ai tout lu. Au niveau du résumé, en fait, c'est un jeune étudiant qui va emménager dans un appartement et il va se rendre compte qu'il y a un petit trou dans le mur de sa chambre. Et quand il va y placer son œil, il va voir sa voisine en train de se faire plaisir. Et la voisine qui va se rendre compte va lui faire un peu de chantage en lui disant que si elle ne veut pas, s'il ne veut pas qu'il la fasse passer pour un gros pervers à toute l'école, devant toute l'école, eh ben, il va devoir se prêter à un petit jeu qui est de s'épier plusieurs fois par semaine l'un et l'autre. Bien entendu, ses pieds en train de faire des choubichous, quoi. Vous avez compris, c'est un livre de cul, donc vous avez compris. Et donc, l'étudiant, je sais plus son nom, va accepter le deal. Ça va être compliqué, quoi. Lui, il va pas accepter, mais voilà, c'est du chantage et il va s'y plier. Donc, ce personnage-ci, Emiru, va vraiment le faire tourner sur son petit doigt parce que c'est une grande manipulatrice et les choses vont se compliquer petit à petit dans le manga. Je pense que c'est une œuvre qui est peut-être un peu plus dédiée pour le public masculin, puisque ça va être plus harémique. Je ne sais pas du tout si ça existe, mais ça va être un harem, quoi. Donc, malgré la relation entre ces deux-là, lui, il va avoir sa vie sexuelle de son côté, et il va enchaîner les partenaires, et il y a même des moments où il y a des filles... il est en couple et il y a plein de filles tout d'un coup qui se mettent à bien l'apprécier et à se jeter sur lui pour lui faire plaisir alors qu'il a pas envie. Et c'est le genre de truc qui m'énerve, c'est ah non, arrête s'il te plaît, et il se laisse faire. Et c'est un truc qui m'énerve et il y a des tomes qui s'enchaînent où c'est que des situations comme ça. Et ça, j'ai pas accroché honnêtement. Et il y a aussi le côté voyeurisme puisque toute l'histoire est basée là-dessus. Il faut apprécier hein, parce que c'est le voyeurisme, voilà, ça peut être un fantasme pour certains, mais moi honnêtement c'est pas vraiment mon truc. Mais voilà, c'est pas un mauvais manga. Il y en a qui trouveraient leur compte là-dedans. Voilà, moi j'ai lu jusqu'au bout, c'était sympa, mais je vais pas garder par exemple. Et puis complètement autre registre, puisqu'il s'agit de Frankenstein de Junji Ito. Alors, les Junji Ito, je les achète à chaque fois, mais j'en lis très rarement, parce que je trouve ça vraiment génial, mais à petite dose, donc je les lis vraiment très séparément, voilà, très éloignés. Donc, dans ce Junji Ito, forcément, vous avez l'histoire de Frankenstein. Je sais pas si c'est fidèle au roman, donc le roman, moi j'avais commencé à le lire, en tout cas le manga commence comme le roman, mais je sais plus pourquoi j'ai arrêté de le lire alors que c'était un roman génial. Je sais même plus où je l'ai foutu, enfin bref. Donc je ne sais pas si la suite de l'histoire est fidèle ou pas au roman, mais moi je l'ai trouvé sympa, même si je suis restée un peu sur ma faim, dans le sens où je trouve que ça aurait été bien de faire vraiment une histoire complète sur Frankenstein, et pas juste un petit Frankenstein et après des histoires courtes en fait, de Junji Ito. C'est vraiment court en fait, Frankenstein, il fait, si j'arrive à trouver, voilà. Ici c'est Frankenstein, ici c'est les histoires courtes. Donc voilà, la grande partie c'est pas Frankenstein. Mais j'ai bien aimé la partie Frankenstein. Et je vais arrêter de dire Frankenstein parce que ça pompe un peu le système. Et au niveau des histoires courtes, en fait, c'est un peu particulier cette fois parce que il va beaucoup jouer avec les dimensions parallèles. Donc en fait, les personnages, on va les revoir dans des situations différentes, mais dans des mondes parallèles, ils vivent encore autre chose. Il y a tout qui va être mis en lien. Et c'est un peu compliqué, je trouve, cette fois-ci, pour bien suivre, mais j'ai bien aimé en tout cas. De nouveau, l'imaginaire de Junji Ito, je le trouve vraiment incroyable. Il trouve à chaque fois des trucs un peu dérangeants, là, comme ça. Il faut les trouver, hein, ces idées-là. Et c'est ça que j'adore chez lui. C'est vraiment
le génie qu'il a parfois. Et visiblement, c'est un tome qui a peut-être été le moins apprécié par les lecteurs, donc je me réjouis de lire les tomes qui ont été le plus appréciés. On change de nouveau de registre, et là, franchement, c'est un énorme coup de cœur ce mois-ci. C'est vraiment, en fait, à mes yeux, c'est un chef-d'œuvre. C'est Le Chien gardien d'étoiles, donc beaucoup de personnes ont déjà fait leur review dessus, et c'est à mon tour de le faire. Je comptais pas le lire tout de suite, mais en fait, pour la petite anecdote, il y a quelques jours, je rêvais et je me suis réveillée. En fait, j'étais en train de pleurer au réveil. C'est très rare quand ça m'arrive. Je pleurais dans mon sommeil et en fait, je rêvais de mon chien qui est décédé il y a 5 ans. Donc, mais c'est ma chienne en fait qui avait 14 ans et j'avais une relation très particulière avec elle. C'était vraiment exceptionnel, je trouvais. Et en fait, ça m'a donné ensuite envie de lire dans la matinée ce manga-ci et j'ai bien fait. Je trouve que ce manga est vraiment incroyable parce que l'auteur a vraiment fait une ode à nos compagnons à quatre pattes. C'est incroyable en fait. J'ai du mal à trouver mes mots alors que j'ai adoré. Mais comment dire, il a su mettre en avant toute la pureté, toute l'authenticité, toute l'innocence en fait des chiens. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, c'est un manga qui fait pleurer, mais pas pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que les chiens ne sont pas tant que ça malheureux. Il va pas parler en fait des personnes qui sont malveillantes envers les chiens, mais surtout les personnes en fait qui un jour ou l'autre font la rencontre d'un chien, qui s'y attachent et qui créent vraiment un lien très fort. C'est-à-dire que il y en a qui vont même avoir un amour inconditionnel pour leurs animaux de compagnie, et c'est ça que je trouvais incroyable. Et c'est ce lien fort et la cassure de ce lien fort qui brise le cœur en fait. Il y a vraiment des histoires, parce que c'est plusieurs histoires dedans, mais vous verrez, elles sont toutes en lien en fait. Ça va bien, très très bien s'articuler. Et il y a des moments qui déchirent le cœur, franchement. Il a vraiment bien fait ça. Comme vous l'aurez compris, je suis entrée très très fort en résonance avec ce qui a été dit, particulièrement un passage sur la manière dont on a vécu avec son chien et les regrets qu'on a quand il est parti. Pour ceux qui ont lu, j'ai eu quelquefois les larmes aux yeux et c'est très rare, vraiment très très rare dans un manga en fait que je ressente ça. Donc pour moi, c'est réussi et je me réjouis vraiment de découvrir toutes les autres œuvres de l'auteur parce qu'il m'a séduite et je veux tout apprendre sur ce qu'il a fait. Et pour finir, pour ma dernière lecture, je vais parler de Cicatrice. Donc comme je l'ai dit dans mes achats manga, l'auteur en fait n'a pas été bien reçu en fait par certaines personnes, mais il y en a quand même pas mal puisque il y en a qui parlent de harcèlement. Donc il n'a pas été bien reçu parce que il parle de la transition de genre. Donc ça ne plaisait pas à certains, donc il s'est fait harceler pour ça, surtout sur Twitter. Et il y a eu un gros appel au boycott. Et pour rappel, moi j'avais pris ce tome-ci pour lui donner un peu de force. Et voilà. Donc ça va parler donc de ce personnage-ci qui a une grosse balafre en fait sur son visage suite à un accident. Et il va faire la rencontre, il est harcelé, hein, il est bien harcelé comme il faut, sa vie n'est pas très, très cool à l'école surtout. Et il va faire la rencontre d'une fille de son âge qui se fait harceler aussi parce que notamment elle n'est pas vraiment une fille, c'est un garçon qui aimerait bien changer de sexe et devenir une fille. Donc ensemble ils vont s'unir, ils vont faire face au harcèlement tous les deux, mais la vie n'est quand même pas facile puisque par exemple on va mettre le doigt aussi sur l'importance en fait des parents, de l'appui des parents, parce que quand on est face à des difficultés comme ça et qu'on n'est pas soutenu, forcément ça coince un peu quelque part et c'est compliqué. Et on voit vraiment que tout n'est pas rose dans ce manga-ci parce que même en fait dans les harceleurs, il y en a un
en fait, comprend pourquoi il harcèle. Il est juste pas du tout bien dans sa peau, il n'est pas du tout chez lui dans un environnement sécurisant. Et bah forcément, la haine engendre la haine. Et voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que pour le moment, il n'y a qu'un seul tome. Mais voilà, malgré toute la violence physique et morale qu'il y a quand même ce message d'espoir qui fait dire que bah, avec un peu avec de la motivation et beaucoup de courage, on peut arriver à surmonter tout ça. Et c'est très chouette en fait à voir avec le tome 2 comment l'histoire va évoluer. Et voilà, c'est terminé pour les lectures manga du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos lectures du mois de février et également me donner vos avis sur si nous avons des lectures en commun. C'est toujours intéressant d'avoir un peu les avis de tout le monde. Et en attendant la vidéo des achats manga du mois de mars, je vous souhaite une bonne lecture, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et à bientôt.